le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à travers le monde à nous suivre tous les samedis. Merci pour cette confiance renouvelée et bienvenue à cet autre numéro du tribunal de l'actualité qui se propose de se pencher sur la bruyante affaire de réhabilitation de la route Bamako-Diboli. Pour en débattre avec moi dans cet auguste tribunal, Mohamed Cherif Aïdara, il est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonsoir, M. Aïdara. Bonsoir. Nous, Sarr, il est de l'opposition. Bonsoir, M. Sarr. Bonsoir, M. Sidibé. Sidi Touré, il est du parrainat de Tcheblen Dramé. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, monsieur. Et enfin, Mamedi Dramé, ressortissant de la région de Caille, qui va certainement nous rejoindre tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. À l'appel donc des forces vives de la région de Caille, la mobilisation s'est accentuée pour la réhabilitation de l'axe Bamako-Diboli pour contenir les ardeurs des manifestants. Il a fallu que le patron du service des renseignements en personne descende dans les arènes, en tout cas, et avant d'aborder cette affaire proprement dite. Et le tribunal vient d'être informé que le parti FAD serait dans la tourmente pour cause son secrétaire général aurait accepté une promotion à l'insu du parti. Monsieur Sarr, en tant que président du parti FAD, quelle est votre part de vérité dans cette histoire? Merci beaucoup. Un penseur disait que la lutte unie, le pouvoir divise. En effet, comme vous avez dû le constater sur les réseaux sociaux, j'étais hors du pays, en Europe, pour une visite privée, quand nous avons tous appris que le secrétaire général de mon parti a été nommé comme chargé de mission au ministère de la Justice. C'était une surprise. Immédiatement, à mon absence, le bureau politique a jugé nécessaire de se réunir avec le concerné. Et de commun accord, ils ont décidé d'exiger à ce que ce cadre du parti, très respectueux, ce cadre responsable du parti renonce à ce poste. Après, de loin, en tant que président, j'ai vu un peu le feuilleton qui s'est déroulé. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, à aucun instant, à aucun moment, le parti n'a été mêlé à cette nomination. Mieux, le parti s'est assumé. Le parti a pris la lourde décision de suspendre le secrétaire général de toutes les instances du parti, en attendant que la commission de discipline se réunisse très prochainement pour prendre une décision qui, de mon point de vue, pourrait aller à l'exclusion définitive de ce camarade. Mais je tiens à dire que c'est la première fois dans l'histoire politique du Mali, en tout cas des 6 dernières années, qu'un parti politique, publiquement, au moyen d'un communiqué, demande à un de ses cadres de renoncer à une nomination. C'est la première fois qu'un parti publiquement suspende un de ses cadres les plus importants. Vous savez, en politique, vous prenez des coups durs, mais pour le cas du FAD, tous les coups durs nous rendront plus durs. Okay. Voilà. Ok. Sidi Touré, quel est le regard de l'homme politique que vous êtes sur, en tout cas, cette cuisine interne du parti FAD? Bon, c'est une affaire interne à ce parti. Mais qui a défrayé la chronique à un moment donné. C'est normal. C'est quand même le secrétaire général d'un parti, un parti qui se bat dans l'opposition, qui a fait, c'est-à-dire que des prises d'opposition contre le régime en place. Et du jour au lendemain, quand le secrétaire général, et pas des moindres, c'est-à-dire que se retrouve, bien entendu, nommé au ministère de la Justice, bon, l'opinion, bien entendu, a le plein droit quand même de se prononcer. Mais je pense que c'est une affaire stricto sensus qui relève, c'est-à-dire que de la gestion, c'est-à-dire que du parti FAD. Voilà. Donc nous n'encourageons pas le nomadisme politique. Nous pensons que les hommes politiques doivent rester constants. Mais c'est une affaire Mais est-ce qu'on peut parler de nomadisme dans ce sens? Il n'a pas quitté un parti pour un autre. Non, bon, c'est quand même un changement. Okay. Déjà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire qu'il était dans l'opposition. Et aujourd'hui, il se trouve, c'est-à-dire qu'avec... Il est dans la majorité aujourd'hui. Il est dans la majorité. Mais c'est le parti à l'interne, en réalité, qui doit quand même régler cette question-là, quoi. Voilà. Nous, en tant qu'observateurs, bon, on a vu ça, c'est-à-dire que comme tout le monde,
Bon, chacun va c'est-à-dire que de ses commentaires. Okay. Mais c'est une affaire qui relève bien entendu de la du parti FAD. Ok, d'accord. Voilà. Monsieur Aïdara, nous avons vu quand même la diaspora mobilisée autour des forces vives de la région de Caille pour demander la réhabilitation de l'axe Bamako-Diboli. Aujourd'hui, le regard avec l'évolution des choses, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur, en tout cas, les promesses tenues, les promesses, si vous voulez, faites par le gouvernement? Merci, M. Sidibé. On se réjouit que notre appel a été entendu. La diaspora a interpellé le président de la République pour la première fois en ce qui concerne le CAI. Et la réaction a été la visite du Premier ministre. Alors, ça, c'est considérable pour nous. Nous l'apprécions. Okay. Et la visite du Premier ministre, il en a fait des promesses au cours de l'émission. Okay. On va revenir dessus. Ok, nous l'avions annoncé, il est avec nous, Mamadi Dramé, ressortissant de la région de Caille. Avant d'aborder la question proprement dite de la réhabilitation de la route, on vous a vu en première ligne au début du blocus que vous avez initié sur l'axe Bamako-Diboli. Mais après, on aurait appris, le tribunal a été informé que vous auriez reconsidéré votre position après avoir eu un entretien nocturne avec certaines autorités. D'accord, je commence d'abord par m'excuser pour le retard et dire que le Mali a tendance à être un pays de perception et de précision. Ça me fait pratiquement 3 ans, jour pour jour, que je mène ce combat pour Caille. Donc je profite pour remercier tout le monde. Cette histoire n'était pas une question de Caïsiens, cette histoire était une question de Maliens. Et de la diaspora en passant par le Conseil malien des transporteurs routiers, voilà, tout le monde a apporté son soutien à cette lutte. Et ce n'est pas un petit qui va essayer de saboter cette lutte-là. En fait, historiquement, je suis l'initiateur du mouvement M23. Parce que ça, j'ai fait 6 fois Caille en un mois. Et donc j'ai constaté, déjà, j'étais passé à Caille en 2017. En organisant un forum. En fait, concrètement, pour répondre à ma question, on a appris que vous... Je ne réponds pas à ça, parce que je pense que c'est... Donc vous avez la conscience tranquille par rapport à... Bien sûr, toute ma génération sait réellement qui est Dramé, qui vaut Dramé, par où il peut passer, par où il ne peut pas passer. Donc je préfère qu'on aille très vite pour apporter... Ok, d'accord. Nous, Sarah, quel est le regard que vous portez sur la gestion de ce dossier par les autorités maliennes? On a vu quand même le patron de la sécurité d'État descendre dans l'arène pour parler avec les manifestants. Mais à lieu et place du gouvernement. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même que vous ne présentez pas Mamadi comme ressortissant de la région de Caille. C'est un Malien, c'est un citoyen malien. Et autour de cette table, je pense que tout le monde ici est de la région de Caille. Mais avant, nous sommes d'abord Maliens. Vous convenez avec moi quand même les manifestations, quand même. C'est important de préciser que de la région de Caille. C'est important. C'est un Malien. Avant d'être caïsien, c'est un Malien. Et c'est ce que je voulais reprendre. Vous savez, là, ce dossier, je l'ai suivi de loin. Mais ça révèle un profond malaise. Et au sommet de l'État. Et au sein de la population. Voici des populations qui tous les jours apprennent qu'on a détourné des milliards. Voici des populations qui tous les jours apprennent que leur pays est grugé. Voici des populations qui tous les jours voient des centaines de millions s'engloutir, des centaines de milliards s'engloutir. Pendant ce temps, le pays est en train d'être coupé, morcelé. Parce que le fait que des régions ne peuvent pas être reliées par une bonne route, c'est déjà une sorte de morcellement, une sorte de partition du pays. Donc ça révèle un profond malaise social. Ça va au-delà des routes. Si nous nous cramponnons sur uniquement les revendications de route, on fait fausse route en ce moment. Donc ça va au-delà de ça. L'implication de la sécurité d'État, du responsable de la sécurité d'État, c'est tellement scandaleux que je me réserve parfois d'en parler.
Parce que la sécurité d'État, c'est pour la sécurité du pays. Si le directeur de la sécurité de l'État, en cette période où le terrorisme et le djihadisme est en train d'empêcher notre peuple d'évoluer, doit s'occuper des questions de route, alors on ne peut plus rien espérer. Peut-être qu'il était suffisamment informé sur les Donc, dangers c'est pour vous liés dire, à la persistance d'une telle manifestation. c'est pour vous dire, la route reliant Bamako à Kayes et au Sénégal est le poumon économique de notre pays. Toute autorité qui ne prend pas conscience de cela ne mérite pas de diriger le pays. C'est par cette route que transitent plus de 70% des marchandises de notre pays. Le Mali est un pays d'importation, un pays de commerçants. Le Premier ministre lui-même l'a dit, cette route procure à l'État 2,5 milliards par an. Et dans le même temps, par jour plutôt, ce sont les propos du Premier ministre que nous avons vus. De pertes qu'on peut subir. 2,5 milliards par an. Non. Mais pendant ce temps, par mois plutôt, par jour, il a dit, ça fait des dizaines de milliards. Je me trompe parfois sur les chiffres. Mais ça veut dire que ce Premier ministre n'a pas conscience de l'importance de cette route. Voilà. Sidi Touré, on peut parler de cacophonie au sommet de l'État quand on voit le patron de la sécurité d'État descendre jusqu'à aller parler aux manifestants en lieu et place du gouvernement qui devrait le faire. Bon, moi je pense que le patron de la sécurité d'État, il fait partie du système. Maintenant, quand on sent que... Mais est-ce que son rôle n'était pas plus d'agir en amont? Bon, si je ne me trompe pas, il a été mandaté quand même par le président de la République pour désamorcer la crise. Et l'objectif recherché, peu importe la personne, c'est de trouver les voies et moyens pour régler cette question-là. Moi, j'ai fait le trajet à peine il y a une semaine. Ce combat est un combat légitime. Vu le nombre, c'est-à-dire que de voitures qui passent par cette route, et l'état, c'est-à-dire que désastreux de la route, je pense que le gouvernement doit prendre à bras le corps cette question-là. Parce que pratiquement toutes les marchandises, c'est-à-dire que qui entrent à Bamako, transitent par cette voie-là. Et la route se trouve dans un état de délabrement tel que on ne peut pas rester assis. Donc le gouvernement, bien entendu, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de faire quelque chose pour mettre les citoyens dans leurs droits. Et le fait que les gens, c'est-à-dire qu'on manifesté, c'est une très très bonne chose. Parce que simplement, ils ont quand même amené les dirigeants, c'est-à-dire qu'à prendre conscience de cette situation-là et à trouver les solutions pour que les gens puissent vaguer facilement, c'est-à-dire qu'à leurs occupations. Voilà. Donc je pense qu'en démocratie, il faut que les gens acceptent aussi la contradiction. Il faut que les gens acceptent les manifestations. Manifester en démocratie est un droit. Donc ça veut dire quoi? Les citoyens, à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils se sentaient lésés, ils se sont levés pour réclamer leurs droits et il faut travailler pour les mettre, c'est-à-dire que dans leurs droits. Donc moi, je ne vois pas de mal en ça. Voilà. Ok, Mamedi, à ce stade, si vous voulez, de la gestion de ce dossier, qu'est-ce que concrètement, nous savons que vous avez pris langue avec les autorités, concrètement, qu'est-ce qu'ils vous ont proposé? D'abord, nous ne sommes pas sortis pour la route. Nous sommes sortis pour le désenclavement, qui est composé de 3 éléments. La route, le train et l'aéroport. Ces 3 éléments-là se complètent. Et un petit récapitulatif qui est très très important. On était sorti à la gilet zone ou bien à la Trataoulé. On fait une première sortie le mardi et le vendredi. Si le gouvernement ne réagissait pas, on sortait pour 3 jours le vendredi suivant. Donc il y a eu, c'est-à-dire, aucun arrangement sur le timing. Mais il y a eu un déficit de communication entre Kati et Kayes, qui a quand même permis, c'est-à-dire de trouver, peut-être si on avait tous quitté le vendredi, on n'aurait pas une issue favorable. Ok, concrètement, pourquoi vous avez levé le blocus sur la Oui, parce qu'on était convenu le 23, avec précision, on a dit on allait sortir le 23 de 7h à 0h. Toutes les lettres envoyées à tous les partenaires ont été signées par Mamedi Dramé. Et le timing, c'était ça. Pour preuve, Kolokani a levé le blocus vers pour les 17h, 18h. Et revenons à l'implication du boss de la sécurité d'État. Moi, je pense que ils sont au parfum peut-être de certaines choses que nous ne maîtrisons pas. Il y avait vraiment un péril à la Quand je commençais ce combat, j'ai dit que même si c'est Koufa et Yad qui ont la solution, qu'il en soit ainsi. Nous, tout ce que nous voulons aujourd'hui, parce que c'est les vies humaines qui sont en jeu. Vous avez obtenu des promesses du gouvernement?
Bien sûr, on a obtenu des promesses. Bien vrai qu'on a été reçus séparément par le PM. Les jeunes des quartiers ont été reçus en premier et puis nous, on a été reçus en seconde. Et à nous, il n'a fait aucune promesse. Il nous a dit, attendez, je vais essayer de voir, la société en charge de la réparation de la route. Si c'est un problème technique, on va vous revenir. Si c'est un problème financier, déjà, il y a un fonds qui est disponible et ça va vite démarrer. Donc, à nous, il n'a fait aucune promesse. C'est pourquoi je voulais revenir un peu en arrière pour dire que cette histoire-là, il y a même plus importante que la route. Parce que cette route-là, elle est dans un état piteux. Mais c'est les villes et les villages qui sont en train de disparaître tout au long des rails. Aujourd'hui, nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que les migrants qui bravent le désert, qui bravent la mer pour aller chercher quelque chose, soient obligés de descendre à l'aéroport Bamako pour prendre cette route calamiteuse et aller voir ses parents. Donc du coup, c'est-à-dire on est sorti pour 3 éléments. Si le Premier ministre, le boss de la sécurité d'État se sont engagés uniquement pour la route, ça veut dire que le combat n'a même pas commencé, a fortiori terminé. Aïdara, nous pouvons dire que déjà les manifestations ont payé, le gouvernement a annoncé en tout cas le lancement des travaux de réhabilitation pour quelques semaines. Est-ce qu'une bonne nouvelle pour la diaspora malienne? Oui, le long chemin commence toujours par un premier pas. Vous savez, la diaspora a été interpellée il y a très longtemps. Ce pays n'est pas encore en guerre civile grâce à la diaspora. Les gens ne mesurent pas. Nous représentons 15,5% du BIP. Quand vous entendez parler de diaspora, c'est la diaspora originaire des Cailles. 60% de la diaspora malienne originaire des Cailles. Et donc les 15% là viennent de ces 60%. Vous avez une région qui est la région la plus riche de Mali, qui est Caille. Je l'ai répété sur le même plateau ici. Nous, on n'a pas compris pourquoi tous les gouvernements qui sont succédés ont été des ingrats. Je dis bien, des ingrats, je me répète, vis-à-vis de la région des Cailles. Il n'y a aucune raison que cette région ne soit pas développée plus que n'importe quelle région du monde. Je ne dis pas même de l'Afrique, du monde. On a tout à Caille. Les Caïsiens ont montré que c'est des personnes dignes, honorables, intègres, qui aiment leur pays. C'est un exemple vivant. Tout ce qui est infrastructure de base a été fait par les Caïsiens. Les hôpitaux. D'ailleurs, on se pose la question, il faudra qu'on ajoute sur la liste pourquoi l'hôpital de Caille, qui est construit par un Malien de Canada, plus de 10 millions de dollars, n'a pas été ouvert jusqu'à aujourd'hui. J'ai interpellé le ministre de la Santé par rapport à cette question. Il faut que cet hôpital-là ouvre. Et je vous dirai certainement, avant la fin de l'émission, pourquoi cet hôpital est fermé. On est là-dessus. Vous êtes là-dessus. Vous avez les mosquées. Tout est fait par la diaspora malienne. Alors, quand vous ajoutez à ce que nous apportons comme contribution pour soutenir nos familles, 80% de nos envois, c'est vrai, va dans les familles, ce n'est que 20% qui va dans l'investissement. Vous avez cette route qui apporte 18,5% de la recette douanière. Vous avez le Mali étant un pays, 3e pays au monde, enfin en Afrique, producteur de l'or. Mais quand on dit le Mali est un pays minier, c'est grâce à la région de Caille. 70% de ces mines sont dans la région de Caille. L'ensemble des mines du Mali réunies correspond plus de 22,7% du PIB. Donc, prends le 70% de 22%. En d'autres termes, c'est Caille qui fait vivre le Mali. 45% de notre budget provient de cette région. Maintenant, expliquez-moi, pourquoi cette route qui aide l'État à prendre de l'argent qui provient de cette route et la dépenser ailleurs? Ils n'ont pas compris qu'ils ne devraient pas attendre jusqu'à ce stade-là que M23 et d'autres mouvements sortent pour revendiquer. Quand nous avons reçu le courrier, on a fait un point de presse, les jeudis, tu y étais, pour soutenir ces mouvements. Et on continue à soutenir. On est très heureux que le président de la République a compris le message. Le Premier ministre a été lui-même, ça ne peut pas aller au-delà de là, il vous a reçu. Mais nous voudrons que cet aéroport d'Agdag soit ouverte. J'ai été ici au Quai d'Orsay, j'ai posé la même question là-bas au Quai d'Orsay. Pourquoi vous listez l'aéroport de Caille comme étant une zone rouge? Donc c'est vrai que l'engagement pris par le Premier ministre est une bonne chose, mais il y a le terrain. On nous a montré le terrain pendant la campagne, un ministre qui était entre 2 wagons neufs, que ça va arriver bientôt, c'est pas arrivé. Donc, c'est en route. D'accord. Pour conclure pour Diawara, j'aimerais que les gens comprennent. Qu'est-ce qu'un directeur de la sécurité nationale, renseignement je veux dire?
c'est un homme qui bénéficie d'une confiance sans faille des chefs de l'État. C'est l'un des hommes les plus proches du président. Parce que voilà quelqu'un qu'il voit tous les matins. C'est très normal que Diawara s'implique dans une situation aussi importante pour le pays. Okay. Et c'est un homme écouté, sérieux, qui est aussi soucié de l'avenir et le devenir de CAI que le mouvement M23. Donc c'est normal qu'il s'auto-saisit de problèmes, qu'il soit instruit ou même qu'il s'auto-saisit pour trouver une solution. Et c'est ce qu'il a fait. Okay. Donc il a à féliciter, nous la diaspora, nous le remercions pour son implication. Ça a permis au déblocage de la route, ça a permis à une meilleure compréhension des problématiques de CAI, de la route, ça a permis au Premier ministre d'y aller et faire des promesses auxquelles il sera tenu d'honorer. Ok, nous, ça, le gouvernement annonce le lancement des travaux de réhabilitation dans quelques semaines. Une bonne nouvelle ou une simple promesse prise avec le couteau sous la gorge? Avant de vous répondre, je voudrais quand même réagir par rapport à certains propos de mon grand frère. L'argent qui vient de la région de CAI n'est pas dépensé ailleurs. Cet argent est détourné. C'est ça la vérité. Cet argent est détourné par l'élite politique. En français. Non, quand vous dites dépenser, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent vont penser qu'on prend de l'argent à CAI et on va l'investir dans d'autres localités du Mali. C'est pour vous dire, l'argent du CAI est détourné. Non, c'est ça la vérité. Je dis, l'argent de la région de CAI est détourné. Nous aurons l'occasion de venir sur ça. Par rapport au premier responsable de la sécurité d'État, vous savez, l'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est la soumission de l'autorité militaire à l'autorité politique. C'est ça. À aucun moment, dans aucun pays, nous n'avons vu qu'un responsable de la sécurité d'État, dont la mission première est d'agir en couvert de l'autorité, sous couvert de l'autorité politique, et d'agir de façon invisible. Mais il n'a pas agi de son propre. S'il vous plaît. La sécurité du Mali était menacée. Il doit être la première personne à sortir, à réagir de ce qu'il a fait. Je vous en prie. L'hôpital de Gabriel Touré est dans un état de délabrement total. Ce n'est pas une sécurité d'État, c'est pas une sécurité du Mali. C'est une question de sécurité. Un hôpital, c'est une question de sécurité. Mais vous n'avez jamais vu le secrétaire, le président. Quand on se fait mandater par le président de la République, il a l'obligation de réagir. C'est parce que ce président de la République ignore totalement ses prérogatives. Pas du tout. On ne mandate pas loin s'en faut. Responsable de la sécurité d'État. Loin s'en faut. Ok, je vous en prie, je vous ai laissé parler. C'est la phrase que un président de la République ne mandate pas par rapport à cette question de réhabilitation. Vous savez, moi je n'y crois pas. Parce que ces hommes qui sont au pouvoir ont fait preuve dans le passé. On nous a annoncé, il vient de le dire, que des locomotives quitteront l'Afrique du Sud pour le Mali. Aujourd'hui, on ne les a pas vues. Aujourd'hui, notre pays est malheureusement sur la liste des États voyous. Les Américains ont élaboré une liste. Je ne dirais pas, je dirais l'État anormal. Je vous en prie, je vous dis que les Américains ont classé le Mali sur la liste des États voyous. C'est une information que je vous donne. Allez-y, il n'existe pas. Je vous en prie, il n'existe pas. Qu'est-ce que vous appelez fiable? Il n'existe au Mali, aujourd'hui, aucun ancien, s'il vous plaît. Vous ne direz rien de bon du président. Écoutez, je suis malien, on me dit que mon État est voyou. Non, on n'est pas voyou. L'État n'est pas voyou. Il y a du voyouisme politique, mais l'État n'est pas voyou. On écoute les autres. D'accord, quand vous donnez la parole, je vous laisse écouter. Voilà. Aujourd'hui, aucun ancien ministre du régime Ibeka, de 2013 à aujourd'hui, n'a droit d'avoir un visa américain dans son passeport ordinaire sans l'autorisation du gouvernement américain, ce qui est totalement inhabituel. Allez-y demander aux anciens ministres, ils vous le confirmeront. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un état... En Guinée, même le président de la République guinéenne ne peut pas avoir un visa pour aller aux États-Unis. Ça ne fait pas de l'État malien, l'État voyou. En Guinée, Alpha Condé ne peut pas avoir un visa pour aller aux États-Unis. Donc vous ne croyez pas, concrètement, vous ne croyez pas à la reprise, au lancement des travaux dans quelques semaines, vous n'y croyez pas? C'est une subterfuge. Si ça se fait, je serai le plus heureux. Parce que j'emprunte à cette voie. Mais je ne crois pas en ces gens. C'est pour ça que je suis à l'opposition. Je ne crois pas en ces gens. Je ne crois pas à un iota de ce qu'ils disent. Touré, vous êtes aussi optimiste que nous, ça, par rapport à la promesse du chef du gouvernement? Non, en réalité, l'État est condamné à réhabiliter la route. Je le souhaite.
L'État est condamné. Pourquoi? Parce que simplement nous sommes un pays continental et tout pratiquement transite par la région de Caille. Donc ça veut dire que c'est une question qu'on doit prendre, c'est-à-dire qu'au sérieux, et l'État n'a pas le choix. Donc je pense qu'à la matière, ce qu'il faut, c'est-à-dire que mettre sur la table, c'est la gestion transparente de cette question-là. Par exemple, quand vous prenez, c'est-à-dire que cette route-là, vous avez, c'est-à-dire que des péages partout. Maintenant, la question qu'on se pose, où va l'argent? Ça veut dire qu'on peut toujours trouver, si on fait de la lutte contre la corruption, c'est-à-dire qu'une règle d'or, on peut toujours trouver les moyens, c'est-à-dire que pour réhabiliter les routes. Donc c'est à ce niveau-là que les citoyens, c'est-à-dire que doivent intervenir. Et je pense que l'État est condamné, c'est-à-dire qu'à réhabiliter cette route-là et à faire démarrer, c'est-à-dire que le train. Parce qu'il y va même, c'est-à-dire que de la survie du Mali. Aujourd'hui, quand vous prenez pratiquement toutes les marchandises qui entrent en République du Mali, pratiquement tout transite, c'est-à-dire que par cette région-là. Et la route se trouve dans un état, c'est-à-dire que de délabrement total. Et le gouvernement est condamné, c'est-à-dire qu'à agir, parce que s'il n'agit pas, je pense que les citoyens ont le droit, c'est-à-dire que de sortir et de réclamer leurs droits. Donc moi, je ne suis pas, c'est-à-dire que dans un optimisme béat, mais je pense que c'est une question de nécessité vitale, bien entendu, pour le Mali. Okay. Mamedy, comment vous avez accueilli la nouvelle du lancement très imminent, si vous voulez, des travaux de réhabilitation? On l'a accueilli avec une très bonne nouvelle. Bien sûr, parce que Boubou, il est condamné à faire en sorte que cet engagement-là soit honoré. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai juste demandé une chose. Monsieur le Premier ministre, prenez cette route-là, arrivez à Kolokani, vous allez demander d'arrêter même de payer les fonctionnaires pour réhabiliter cette route, tellement elle est catastrophique. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Mais, comme on a l'habitude de dire en Bambara, l'État a tellement fauté en termes d'engagement qui n'ont pas été honorés. Regarde, le président de la République, en 2013, sur la question des rails, a dit que l'État va injecter 7 milliards pour la relance des chemins de fer. On n'a rien vu. Quand on l'a chauffé en 2017, il est parti à Caille. Il dit que l'État a reçu 300 millions, les deux États ont reçu 300 millions de dollars pour la relance des chemins de fer. Ce qui est encore plus grave, c'est quand Baba Moulaye part en Afrique du Sud poser devant 3 locomotives pour dire que le Mali a acquis ces locomotives. Le ministre des Transports d'alors. Pour dire que le Mali a acquis ces locomotives, ça a été comme une forme d'espoir pour toute la population riveraine des rails, mais cet espoir-là a été brisé. Et du coup, par rapport à la question de la route, nous, on garde toujours le bénéfice du doute. Sur la question des rails, quand on a rencontré Boubou, il est dans une logique de réhabiliter complètement la régie des chemins de fer qui va jusqu'en 2024 coïncider avec le centenaire des rails. Je lui ai dit, si on doit attendre 4 ans, c'est pour que Maïna, Bafouabé, et Badoumbe, Badenko, Walia, Djamou disparaissent. Parce que l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui, la régie des chemins de fer va au-delà de l'économie. Elle est culturelle, elle est historique. Quand on essaie de voir Raïban était l'une des comment dirais-je, la troupe, l'orchestre, la troupe la mieux organisée. Et quand on essaie de voir l'aspect social, la coopérative la mieux organisée au Mali était la COPEC. La COPEC, c'était la coopérative des cheminots. C'était la coopérative la mieux organisée. Aujourd'hui, quand on essaie de voir ce que j'ai dit, le taux d'intrusion de tramadol, de drogue, le plus élevé au Mali, c'est sur la voie ferroviaire. Je lui ai supplié de faire un retour par Bafouabé pour essayer de voir comment ces populations-là vivent. Aujourd'hui, nous sommes tous Maliens. Il y a des gens, des sensus parmi nous, mais il reste des humains parmi nous qui, une fois le constat fait, peuvent réagir par conséquence. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer et l'implication, parce que c'est ce que le boss de la sécurité d'État a dit aux jeunes de Kati. Il dit, du moment que la sécurité d'État s'implique dans une affaire, cette affaire-là devient une affaire de la sécurité d'État. Et elle met même la population de côté pour faire de cette affaire, c'est-à-dire une affaire personnelle. Et aussi, il est allé très loin en disant à ces jeunes-là que c'est son honneur qui est engagé. Il va faire en sorte que, c'est-à-dire la route soit réparée. Mais la problématique là,
c'est le mot réparer et réhabiliter. Parce que réparer, ça veut dire faire en sorte que... Et voilà. Non, c'est des puits. Ce ne sont plus des nids de poules, mon frère. On va faire un tour là-bas. C'est des puits. Ce ne sont plus des nids de poules. Voilà. Soit remplis afin que vraiment des vies puissent être sauvées. Donc ça, c'est sa logique. Et par rapport à l'aéroport, je ne peux pas uniquement parler de route. Et mon frère, il faut que je parle des 3 éléments. Parce que la route n'est pas plus importante que le train. Le train n'est pas plus important que l'aéroport. Ouais. Je dis aujourd'hui, s'il n'y a pas un équilibre en matière de transport de marchandises entre le train et la route, quoi qu'on fasse, c'est pour revenir à la case de départ sous peu. D'accord. Et M. Haïdara, est-ce que la diaspora ne doit pas se sentir, en tout cas, interpellée quand pour la mobilisation de ces fonds qui doit servir à réhabiliter cette route-là? Oui, on est interpellé, mais avant de répondre à ta question, on a même entrepris des démarches. Précisément, on a décidé de ne pas répondre directement à mes questions. Je vais répondre directement à ta question, mais je vais préciser. Le général Diawara est un homme digne, intègre et honorable. Il a toujours ordonné sa parole donnée. Ce qu'il a en commun avec Boubou, si je parle du Premier ministre, Boubou ne raconte jamais des histoires quand il s'agit de l'argent. Il est dur en négociation, mais quand il dit que je fais ça demain, il le fera. Je peux en témoigner. Troisièmement, on met tout sur le président de la République. Ce que les Maliens oublient, le président de la République, Boubacar Keïta, il a trouvé un pays, mais pas un État. On n'en parle pas. Vous, les opposants, vous passez tout votre temps à réégrener certain nombre d'aspects de problèmes qui sont visibles, mais vous ne parlez jamais comment est-ce que ce monsieur est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a trouvé. Les Bamara disent, quand tu tombes, au lieu de voir là où tu es tombé, il faut d'abord voir là où tu as talonné. Donc, ceci dit, la responsabilité de ce pays incombe à tout le monde, pas seulement vous les politiques. Nous ne sommes dans aucun parti politique, nous sommes de la diaspora. Nous avons fait des propositions. Aujourd'hui, l'État a atteint un niveau d'endettement intérieur et des objectifs n'ont pas été atteints avec le FMI et la Banque mondiale qui nous imposent un certain nombre de critères. Malheureusement, pour beaucoup de raisons, on n'a pas pu l'atteindre. Et n'oubliez pas, chers opposants, le Mali est en guerre. On n'est pas un pays normal. Et nous ne sommes pas un pays voyou. Non, nous ne sommes pas. On est un pays en guerre. Et le manque de visa pour le ministre malien ne signifie pas qu'on est un pays voyou. Je peux vous dire, le président de la République guinéenne, Alpha Condé, ne peut pas avoir un visa pour aller aux États-Unis. Je dirai la raison si le temps nous le permet. Pour revenir à notre proposition. Okay. La route, il y a une étude qui a été faite. C'est 352 milliards. Pour beaucoup de raisons de priorité de l'État, ils n'ont pas pu faire face à ça. Ils ont priorisé un certain nombre de choses dans leur liste de priorité. Nous, la diaspora, on le dit aujourd'hui, connaissant le problème, parce qu'on est le plus concerné, on peut syndiquer de l'argent aujourd'hui pour les aider à financer cette route. Okay. Cette route, elle est rentable. Et quand on dit on peut lever 350 milliards sur un plateau de télévision, les gens vont se poser la question, mais ces gars de diaspora, là, on sort où? D'abord, on apporte plus de 800 milliards. Tous les aides réunies pour le Mali, nous, la diaspora, nous dépensons ça. On fait ça 2 fois. Et nous avons syndiqué des financements. Moi, personnellement, j'ai participé à trouver un financement pour l'un des plus grands projets de l'Afrique. 14 milliards de dollars. 675 km de rails. Le projet Simandou. Mais pourquoi vous ne proposez pas cette expérience? On a proposé. Mais vous savez, il est très difficile, par endroit, quand vous faites des propositions, la question qu'on se pose, attention. D'abord, ils ont refusé de compter le nombre de Maliens à l'extérieur. Sur la liste électorale, on a 452 900, alors qu'on est 6 millions. Ils ont refusé qu'on ait une banque des Maliens établie à l'extérieur, qu'on appelle comme une banque des Maliens à l'extérieur. Ils ont refusé de faire un certain nombre d'investissements qu'on veut faire. Ils sont simplement peurs. Donc nous, on s'est mis dans la logique de dire qu'il faut établir la confiance pour qu'ils comprennent qu'ensemble, on va construire cet État. Ce n'est pas une affaire d'Ibrahim Boubacar Keïta ou de M. Sarr qui est opposant, ou vous journalistes. C'est une affaire de tous les Maliens. Donc aujourd'hui, on peut venir en aide pour leur trouver l'argent
et comment cette route. On a fait une étude, cette route peut rapporter 3,5 milliards de bénéfices par an. Je ne parle pas de cette douanière. Hein. Et les 5 mois que Boubou a donné, les 5 mois pourraient permettre de fermer c'est pas nid de poule, ce puits. Mais on ne peut pas gratter plus de 800 km et une recouche de goudron en 5 mois. Il y a des délais incompressibles. Mais la route peut être réhabilitée par endroit et le trou bouché par endroit et ça va continuer. Dans son discours, il a dit c'était prévu 2 ans et demi, mais on le fera en 5 mois. Donc en 5 mois, la route sera praticable, mais les travaux de la route vont continuer pendant 2 ans et demi. Et nous, la diaspora, on est prêt à les apporter cet argent et cet argent, ils vont l'utiliser pour qu'on combatte les terroristes et faire autre chose parce que nous sommes déficitaires, plus de 34% de notre budget annuel, c'est nos partenaires de développement qui nous apportent leur aide. Okay. Voilà la position de la diaspora. Ok. Nous, pour revenir à la visite proprement dite du Premier ministre dans la région de Caille, comment vous appréciez sa démarche déjà? Voici des hommes politiques qui se cachent derrière la diaspora. Bon, non, pas du tout. Pas du tout. Sont en réalité des hommes politiques qui travaillent avec tous les régimes et qui défendent tous les régimes, mais qui se cachent, qui se renient un peu. C'est ça la vérité. Monsieur Haïdara, quand on commande 6 avions de combat et que c'est 4 qu'on reçoit, on bouffe l'argent de 2, on est un État voyou. Non. Quand on va acheter des hélicoptères épars... Un État voyou, c'est un État qui n'honore pas ses engagements. C'est un État voyou. C'est-à-dire, la voyoucrasie a tout un sens. Un voleur est un voyou. C'est ça la vérité. Non. Donc je ne veux pas rentrer une erreur d'appréciation et ce que vous dites, s'il vous plaît, on va laisser. Ce que vous dites, la diaspora malienne investit beaucoup au Mali parce que c'est notre culture. Notre culture fait que quand vous atteignez un certain niveau, vous allez travailler pour nourrir la famille. C'est ça. Je viens de France, j'ai rencontré beaucoup de Maliens de la diaspora. Et ça, c'est notre culture. Donc, les Maliens, et vous cotisez pour développer les villages. C'est notre culture. Okay. Maintenant, par rapport à la visite, je l'ai dit, ce n'est pas ma première fois de venir par rapport aux questions de visite de M. Boubou Cissé. Ce sont des promenades de santé. Okay. Un Premier ministre, c'est d'abord un DPG. Il est là-bas, ça fait plus de 100 jours. Jusqu'à présent, on n'a pas de déclaration de politique générale. Mais vous n'avez pas réclamé ça non plus. C'est pour vous dire, on ne gère pas un État avec, comment on appelle ça, chaque fois qu'il y a un problème, on se lève, on va l'éteindre. Un État, c'est une vision. Un État, c'est une conception. Nous voyons que c'est parce qu'il y a eu ce scandale de chemin de fer, route combinée, plus aéroport, que M. Boubou Cissé se rend rapidement dans la région de Caille. Et en faisant une annonce qu'il sait d'ores et déjà incohérente. Quand on dit qu'on va faire cette route en 6 mois, c'est scandaleux, on n'a pas besoin d'être technicien. Même réparer la route, la réhabiliter, ça ne durera que quelques semaines, 1-2 semaines. Non. Parce que Caille, la route de Caille, les charges de gros porteurs. Moi, je vous dis, des études s'il vous plaît, je ne suis pas en 6 mois. La route va être réparée, mais c'est pour que la route... La construction continuera 2 ans et demi. Après 6 mois, la route crée encore d'autres problèmes. Non. Parce que les charges en termes de remorques, parce que 80% des remorques passent par cette zone. Et ça, c'est quand même... clair, on n'a pas besoin d'être un technicien pour comprendre qu'en 6 mois, on ne peut pas avoir une bonne route. Ça, je comprends. C'est un politicien. Donc, moi, techniquement, vous êtes nul. Moi, je vous comprenez absolument rien à ça. Moi, il termine par je vous dis, je suis dans l'opposition parce que je ne crois pas à ces gens. Je suis dans l'opposition parce que ces gens ont tout le temps fait des promesses fallacieuses. L'histoire des trains, vous en savez quelque chose. Mais je vous dis, nous reviendrons sur ce débat un jour. Ok, d'accord. En 6 mois, par rapport à l'importance de cette route, on ne peut rien faire de concret qui va tenir dans la durée. Ce n'est pas possible. Soyons sérieux. Monsieur Sarke, Boubou Cissé est en projet dans la région de Caille. Non, mais moi, s'il vous plaît, on va s'écouter. Vous êtes un technicien. On s'écoute. Vous avez fait un technicien. Combien d'études sont truquées dans notre pays? Vous n'avez pas la parole. Vous pouvez dire ça. Non, Mamadi, vous continuez. l'étude de la route n'est pas triquée. Ok, s'il vous plaît, allez-y. Je pense que la gestion d'un État, c'est un projet de société, une déclaration de politique générale et un programme ministériel. Si Boubou décide d'aller et accompagner des techniciens
de la société en charge de la réparation de la route et des techniciens, y compris le ministre de l'équipement, je pense qu'un homme averti, c'est après, c'est-à-dire analyse et consultation, qu'il a décidé que c'est faisable, c'est-à-dire en 6 mois. Mais la route dont Kaye a besoin, cette route-là ne peut pas être faite en 6 mois. C'est-à-dire, on peut, parce que moi, à chaque voyage, je m'approchais et des passagers et des chauffeurs pour leur demander si jamais on décidait de réhabiliter cette route-là maintenant, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible? Il y a certains qui me disent que c'est pratiquement impossible. En termes même de déviation, si on fait des déviations, c'est pour que les camions aillent définitivement rester dans la boue. Mais le fait que Boubou aille vers la population pour recenser, c'est-à-dire comme on le dit en Bambara, recenser les difficultés, parce que les Kaysiens en réalité avaient, c'est-à-dire quelque chose à extérioriser. Quelque chose à extérioriser, c'est ce que j'ai dit, si les murs parlaient, la salle qui a abrité la rencontre de Boubou avec la société civile kaysienne, les murs de cette salle-là allaient demander, c'est-à-dire aux autorités maliennes de ne pas rester. Parce que dans cette salle, il n'y a eu que des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et j'ai interpellé Boubou en disant qu'il est très facile pour moi de discuter avec vous. Vous avez été ministre des Mines, aujourd'hui vous saviez. Ministre des Mines et des Finances. Vous saviez combien les mines apportent. Et Kaye a 6 mines. Vous êtes ministre des Finances, vous avez été ministre des Finances et vous êtes toujours ministre des Finances. Vous saviez comment les taxes frontalières apportent. Les taxes minières aussi. Voilà. Donc faites en sorte que cette route-là, c'est-à-dire puisse aider. Parce que la définition même du développement... Donc une visite salutaire? Nous trouvons. Parce que depuis l'élection d'Ibeka, là, il n'y a eu que 2 premiers ministres qui sont partis à Kaye. Hein. Abdoulaye Idrissa par avion. Abdoulaye Idrissa. Mais ce qui est Boubou, nous on le remercie, on le félicite. Avant que les journalistes ne disent encore que j'ai pris quelque chose, il y a le ministre de la Santé. Oui, le ministre de la Santé. Non, parce que quand j'ai discuté, quand j'ai fini de discuter avec Boubou, j'ai dit que Boubou a été franc. Parce que Boubou a dit qu'il ne mérite pas cette situation. Le fait d'avoir dit ça, moi j'ai cru comprendre que c'est une forme de franchise. Et c'est aujourd'hui il est sincère. Voilà, c'est une forme de... Boubou est un homme sincère et véridique. Laissez-moi vraiment terminer. Il y a le ministre de la Santé est parti remettre 6 tricycles à l'hôpital de Kaye, mais il est parti par avion. Le ministre de la Santé, 6 tricycles. L'argent investi dans le transport triplé, voire même quadruplé, c'est-à-dire le prix des tricycles. Mais si le Premier ministre, 3e personnalité, si je puisse m'exprimer, du régime, emprunte cette route-là pour comprendre lui-même, c'est-à-dire l'État, la route, moi je pense que c'est à saluer. C'est vrai, Sarr est en train de dire qu'il n'a pas de travail. C'est vrai, certains disent que c'est un désaveu pour le ministre de l'Équipement. Mais moi je pense que ce rapprochement-là est indispensable. Ok, M. Touré, est-ce que le fait que le Premier ministre ait emprunté cette route, est-ce que ça doit être perçu comme un événement? Un Premier ministre qui emprunte une route de son pays, est-ce que cela doit être perçu comme un événement? Le terrain commande. Le terrain commande. Ça veut dire que les populations, à un moment donné, ont exprimé, c'est-à-dire que leur ras-le-bol. Et si lui-même, c'est-à-dire qu'il part sur le terrain pour voir réellement ce qui se passe, ça peut l'amener quand même à prendre... tâter le pouls du terrain et prendre, c'est-à-dire que les mesures idoines. Donc je pense que ce n'est pas une promenade de santé, au contraire, en partant sur le terrain, il aura, c'est-à-dire que des informations de première main et il va prendre les mesures qui s'imposent. Donc je disais tout de suite que la réhabilitation, c'est-à-dire que de cette route-là est une nécessité vitale pour le Mali. Mais il faut travailler aussi, c'est-à-dire que pour diminuer quand même les charges à l'essieu, c'est-à-dire que sur la route-là, en faisant redémarrer le train. Et je pense que c'est même économique, c'est-à-dire que pour le Mali, parce qu'il est plus économique de transporter, c'est-à-dire que les marchandises par train, que de le faire, c'est-à-dire que par la route. Et plus sûr, pour ne pas vous... Voilà, maintenant, si on a c'est-à-dire que le train, on a, c'est-à-dire que la route, et en même temps, c'est-à-dire que l'avion part, c'est-à-dire que de Bamako, c'est-à-dire que vers la région de Kaye,
ce n'est que bénéfique pour le Mali. Donc moi, je pense que même les investisseurs, en un moment donné, c'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour aider l'État à réhabiliter justement, c'est-à-dire que cette route-là et à faire de telle sorte que le train, bien entendu, c'est-à-dire que puisse redémarrer, parce que ce n'est qu'une question, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre du développement du Mali. Donc je veux simplement dire à mon ami Noussar, je pense que quand on veut être un homme d'État, il faut respecter la fonction. Ce n'est pas la personne de Boubou, la personne d'Ibeka. Demain, vous pouvez, c'est-à-dire être à leur place. Donc nous, ici, en parlant, nous ne sommes pas là, c'est-à-dire que pour défendre des hommes, mais nous défendons, c'est-à-dire que les institutions. Les hommes partent, mais les institutions demeurent. Et il faut toujours travailler, c'est-à-dire que pour respecter les institutions. C'est-à-dire que utiliser le terme d'État voyou, moi je pense que ça ne sied pas quand même à quelqu'un qui aspire, bien entendu, c'est-à-dire que à gouverner, c'est-à-dire que le pays, parce que demain, tu peux avoir la possibilité d'être à la place, bien entendu, c'est-à-dire que de ces dirigeants-là, et tu n'aimerais pas, c'est-à-dire qu'entendre des propos de ce genre-là. Nous ne sommes pas là pour faire, c'est-à-dire que de la flagornerie, et on n'a pas été payé par quelqu'un, mais nous sommes simplement, c'est-à-dire que des citoyens maliens, et on est concernés par tout ce qui se passe dans ce pays-là, et ces combats-là, menés par, bien entendu, c'est-à-dire que ces jeunes et ces femmes-là, étaient un combat légitime, et je pense que l'État est en train d'apporter aussi, c'est-à-dire que les réponses qu'il faut. Voilà. Aïdra, est-ce qu'on ne peut pas parler de mauvaise volonté de l'État par rapport à cette route Bamako-Kaï, qu'il a fallu ce blocus pour que l'État puisse avoir soudainement de l'argent pour de quoi financer cette route? Écoutez, le problème du Malien, on est devenu un peuple, un pays anormalement normal. Donc on est dans le pilotage à vue. Le pilotage à vue, je vous ai dit que depuis 2013, on est un pays que le président a trouvé, il essaie de construire un État. Le sentier est vaste. Mais ça fait 6 ans qu'il est là. Mais 6 ans. Mais imaginez-vous les 6 ans pour que toi et moi nous parlons ici avec cet opposant qui veut diriger un État voyou à ma gauche. Hein? La communauté internationale dépense 1,2 milliard pour l'aménagement, pour que lui rentre chez lui à la maison ce soir. Et il y a 700 millions d'euros dépensés par la France de l'Union européenne. On a 21 000 militaires dans ces pays-là. Les gens ne se rendent pas compte. L'État est assailli sur un certain nombre de problèmes auxquels il faut faire face. Et par endroits, l'État n'existe pas. Nous, la diaspora, on est heureux, on remercie le Premier ministre. On a interpellé pour la première fois le président de la République en direct à la télé qui était à la conférence. Son Premier ministre a répondu à l'appel. On ne cherche pas mieux. Maintenant, en ce qui concerne la route, nous avons le titre de la route. Tout d'un coup, on a de l'argent pour financer la route. Je vais vous dire, tout d'un coup, on a l'argent pour financer la route. Oui. L'État se gère en fonction de priorités. Il faut prioriser les priorités d'un État pour un gouvernement responsable. C'est ce que Bouba a fait. Ce que le président de la République a fait, ce que nous demandons avant que les travaux ne commencent, que l'aéroport d'Agdad soit ouvert dès demain. Et exonérer tous les taxes aéroportières et le kérosène pour permettre à Dramé ou à Chérif ou à Sarr d'aller à Caille avec un billet de 100 000 francs. Ces équipements qui sont là aujourd'hui, c'est 1,2 milliard. Il y a la flotte onusienne. Les Américains dépensent 55%. J'étais avec l'ambassadeur des États-Unis, rien qu'hier soir, à une réception. Alors, ces mêmes avions, aujourd'hui, peuvent desservir Caille. Alors, pour conclure et répondre à M. Sarr, vous savez, le CSDM, quand on défend l'opposition, le gouvernement dit que vous êtes des opposants. Et quand on défend l'État, l'État dit que vous êtes Non, les opposants disent que vous êtes de l'État. Okay. L'État dit qu'on est des opposants. Pour vous dire que M. Sarr, c'est le CSDM qui a pris son patron de pèlerin pour entamer une négociation entre le président de la République et les chefs de file de l'opposition. Si on avait pris part d'un parti politique, ni l'opposition, ni le gouvernement ne nous auraient écoutés. Donc c'est la preuve à suffisance que le CSDM n'est pas un parti politique. Et moi, je ne suis d'aucun parti, je n'ai jamais adhéré à un parti. Mais le Mali se construit avec un fibre patriotique, un langage véridique, avec le souci de bénir tous les Maliens. Insulter des institutions dont vous aspirez être président, M. Sarr, il faut appliquer la politique de l'humilité et se dire que il y a ce qu'on appelle, au-delà de contrôle tous les aspects physiques, il y a la physique quantique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut comprendre que votre rôle, vous la jouez bien en tant qu'opposant, mais ne faites pas en sorte que
ce que vous disiez affecte des personnes de bonne volonté pour construire le Mali, parce que c'est notre Mali à nous tous. C'est que doit arriver. Dramé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que votre manière de faire puisse créer un effet domino à travers le monde, à travers le Mali, si vous voulez, quand une région a des revendications à présenter à l'État, c'est certainement ils vont bloquer la route également. D'abord, la vie, c'est 2 éléments. Faut-il bloquer la route pour se faire entendre? La vie, c'est 2 éléments. C'est le devoir et le droit. Les Kaysiens ont accompli leur devoir vis-à-vis de l'État. Au-delà même. Mais ils n'ont jamais reçu un retour. Ouais. Et vous avez parlé de mauvaise volonté de l'État vis-à-vis de Kay. Moi, je parle de méconnaissance et d'incompétence. Des fois, je me demande même comment on devient ministre au Mali. Parce que quand on essaye de voir au-delà des mines, il faut faire comme ça. Au-delà des trois frontières, au-delà du fleuve Sénégal sur lequel se trouvent 2 barrages hydroélectriques, au-delà de l'apport de l'immigration, Kay quand même fait partie du bassin du Sénégal. Aujourd'hui, il est plus facile pour un ressortissant de Sélibabi de venir prendre l'avion à Kay, d'aller à l'extérieur, que d'aller prendre l'avion à Nouakchott. Aujourd'hui, il est plus facile qu'un ressortissant de Tambacounda vient prendre l'avion à Kay que d'aller prendre l'avion à Dakar pour aller à l'extérieur. Mais pourquoi ne pas valoriser ça? Donc, ouvrir l'aéroport. Voilà. Moi, je pense que il est crucial, il est même, c'est-à-dire prépondérant aujourd'hui de répondre à ces cris de cœur à des gens qui ont accepté de se sacrifier pour ce pays. Donc vous encouragez d'autres régions à vous imiter? Non, nous, Kay a été la région détentrice de plus d'armes en son temps. Mais Kay n'a jamais pris les armes contre le pays. Quand nous, on créait le FARC, au départ, c'était le Front pour l'autonomie de la région de Kay. Vous avez pris l'arme économique contre le pays. Voilà. Donc, quand on a créé le FARC, au départ, c'était l'autonomie. Mais sauf que l'autonomie, c'est le contraire politique de l'indépendance. Moi, par exemple, je suis le président du Front d'action pour la région de Kay. Je travaille à Bamako ici. Je n'ai aucune garantie que si aujourd'hui je prends l'arme contre le Mali, que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Donc, je reste malien, puisque Kay a toujours accepté. Les Kaysiens ont toujours accepté d'abord de se battre pour le Nord quand il y a eu le problème du Nord, de se battre pour les ressortissants de Mopti quand il y a eu le problème de Mopti. Et maintenant, mon frère, il y a beau dans, donc on est revenu en arrière. Ok. En 30 secondes, avant de donner la parole à non, mais il y a toujours le dernier mot, c'est pas clair. Non, mais je vais prendre la parole à Omar. 30 secondes. Non, mais vous savez, les dirigeants maliens, c'est-à-dire qu'ils doivent se préparer. Quand les gens, c'est-à-dire qu'ils manifestent, si les manifestations, c'est-à-dire qu'elles sont justifiées, je pense que les autorités doivent apporter les solutions qu'il faut. Comme le dit Raymond Aron, la démocratie est un régime de confiance et de défiance. Donc maintenant, quand les populations défient les autorités, c'est aux autorités maintenant, c'est-à-dire que de réfléchir, de voir maintenant est-ce que les revendications, c'est-à-dire qu'elles sont légitimes et quelles sont, c'est-à-dire que les solutions qu'on peut apporter. Donc n'ayons pas peur, c'est-à-dire que de l'affrontement ou des affrontements, mais simplement ça doit se faire, c'est-à-dire que dans un cadre, bien entendu, légal, et les autorités doivent travailler d'arrache-pied, c'est-à-dire que pour satisfaire les populations. Donc marcher et réclamer ses droits, c'est-à-dire qu'en République du Mali, moi je pense que ce n'est pas chose grave, au contraire. En imposant un blocus économique? Non, il a dit que c'était pour 24 heures. C'était un moyen d'expression. On vous a avisé, mais vous n'avez pas cru. Moi je pense au petit Dramé, quand il demandait au peuple malien de s'approvisionner. Vous n'avez pas cru au petit Dramé. Non, ils ont même c'est-à-dire que lancé sur les réseaux sociaux comme quoi qu'ils vont manifester. Je pense que l'État devrait être avisé et anticipé. Un État aussi, bien entendu, c'est de l'anticipation. Donc en voyant, c'est-à-dire que des messages de ce genre-là, le gouvernement, c'est-à-dire que doit agir. Moi je pense que ces manifestations, même bien entendu, c'est-à-dire que sont une bonne chose pour le pays parce qu'elles amènent simplement les dirigeants, c'est-à-dire qu'à travailler pour l'intérêt général. Nous sommes en 30 secondes peut-être sans répondre à qui que ce soit. Bon, merci. Il peut répondre. C'est quand même il faut répondre. En 30 secondes. Je veux dire à mon cher ami Sidi, ancien camarade de l'opposition, que on appelle un chat ça veut dire quoi, un État où les responsables détournent l'argent du pays est un État voyou. Ça n'hésitera jamais à le dire.
Et c'est dans la défense de mon pays. C'est pour défendre mon pays que je le dis. Non. Monsieur le politicien déguisé en société civile, je veux lui dire, il a parlé de médiation entre l'opposition. Moi, je connais le dessous. Je ne veux pas en parler ici parce que c'est pas le sujet. C'est pas clair. Justement, c'est pas le sujet. Le détournement également n'est pas le sujet. Je vais vous dire. Ouais. Monsieur le Premier ministre a emprunté la route Kaye. J'espère qu'il empruntera la route Sévaré-Gao. Je l'espère. Là, on parle Donc, des Kaye, on ne parle pas de Sévaré-Gao. Qui a besoin d'emprunter une route pour se rendre compte. C'est scandaleux quand même. Je vous dis, la faiblesse de notre État, c'est qu'à chaque fois, on gère les problèmes, on ne les règle pas. J'ai besoin qu'on règle les problèmes de la route de Kaye. J'ai besoin qu'on règle les problèmes de la route de Gao, les problèmes de la route Kati-Kolokani. Okay. Il faut régler, il ne faut pas gérer. Ils veulent gérer, n'acceptez pas. Voilà. Ok, c'est sur ce cri de Noussar que prend fin ce numéro du tribunal de l'actualité. Mes invités étaient Mamidi Dramé, ressortissant de la région de Kaye et mouvement M23. Mohamed Cherif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Noussar de l'opposition et Sidi Touré du Parena. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.